Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à un pilier de la langue française, le présent de l'indicatif. Oui, je sais, c'est le tout premier temps qu'on apprend, celui qu'on a l'impression d'utiliser sans même y penser. Mais et s'il était bien plus puissant et complexe qu'on ne l'imagine? C'est un temps qui a vraiment plusieurs visages, et on va explorer ensemble ce qui se cache derrière. Alors, la première idée qui nous vient à tous, c'est ça. Le présent, eh bien, ça sert à parler de ce qui se passe maintenant. C'est logique, non? Sauf que cette logique, ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Regardez un peu ces deux phrases. Si on dit « hier, en pleine réunion, mon patron m'appelle », on parle bien d'un événement passé. Et si on promet « t'inquiète, je t'appelle demain », là, on se projette dans le futur. Et pourtant, dans les deux cas, le verbe est au présent. C'est là que ça devient intéressant, pas vrai? C'est la question que beaucoup de gens se posent et c'est tout à fait normal. Alors la réponse est simple, non, il n'y a bien qu'un seul et unique présent de l'indicatif. En revanche, ce temps possède ce qu'on appelle plusieurs valeurs. En gros, ce sont différentes manières de l'utiliser. Allez, plongeons au cœur du sujet. Pour vraiment maîtriser le présent, il faut aller au-delà de la simple conjugaison et comprendre ses différentes valeurs. C'est un peu comme si ce temps avait des super pouvoirs cachés qui lui permettent de décrire l'instant T, bien sûr, mais aussi de voyager dans le temps, vers le passé et vers le futur. Alors, de quoi parle-t-on exactement? Eh bien, il y a l'action immédiate, la vérité scientifique, le récit historique, la simple habitude. On va décortiquer ensemble les principales valeurs du présent. Chacune a un rôle bien précis, et une fois qu'on les a comprises, la logique de ce temps devient limpide. On commence avec le plus évident, le présent d'énonciation. C'est le présent du ici et maintenant. L'action se passe pile au moment où la personne parle. Quand on dit « je regarde un film », c'est exactement ce qui est en train de se passer. C'est sa fonction la plus fondamentale. Maintenant, passons au présent de vérité générale. Ici, on quitte l'instant présent pour parler de ce qui est vrai tout le temps, de manière universelle. Pensez par exemple aux lois de la physique, comme l'eau bout à 100 degrés, ou aux grands proverbes. Ah, ce proverbe, il illustre ça à la perfection. Quand le chat n'est pas là, les souris dansent. Ce n'est pas une action qui se déroule en ce moment même dans la pièce. Non, c'est un fait considéré comme une vérité intemporelle. Le présent, ici, sert à exprimer une sorte de sagesse populaire. Le présent d'habitude, lui, comme son nom l'indique, c'est celui de la routine, des actions qui se répètent encore et encore. Des mots comme tous les jours, chaque semaine ou souvent sont généralement de bons indices. L'action ne se passe pas forcément au moment où on parle, mais elle revient régulièrement. Attention, voici l'un des super-pouvoirs les plus cool du présent, le présent de narration. Imaginez une histoire, racontée au passé, à l'imparfait ou au passé simple. Et tout à coup, pour une action capitale, l'auteur bascule au présent. C'est une technique géniale pour nous faire vivre l'action, comme si on y était. Prenons cet exemple. Le récit est clairement ancré dans le passé. Et soudain, hop, un domestique se lève et met la tête à sa porte. Ce changement de temps, ça crée un effet de zoom. Ça rend la scène beaucoup plus vivante, plus intense pour le lecteur. C'est un outil littéraire très puissant. Et ce n'est pas fini. Le présent est tellement flexible qu'il peut aussi gérer le temps très proche. Pour un passé qui vient juste de se terminer, on dit « j'arrive à l'instant ». Pour un futur presque certain, on dira « je pars en Italie le mois prochain ». Il peut même remplacer l'impératif pour donner un ordre de manière plus directe. « Tu viens ici tout de suite ». Bon, maintenant qu'on a vu le pourquoi on utilise le présent de tant de manières, passons au comment. Comment on le construit, ce temps si polyvalent? On va commencer tranquillement par les bases avec les verbes les plus réguliers pour avoir une fondation bien solide. Le premier groupe, celui des verbes en ER, c'est le plus simple et de loin le plus nombreux. On prend le radical, ici parle, et on y colle les terminaisons. La petite astuce, c'est surtout à l'oral. Je parle, tu parles, il parle, et il parle, ça se prononce pareil. Il n'y a que nous parlons et vous parlez qui se distinguent vraiment à l'oreille. Passons au deuxième groupe, les verbes en IR, comme finir. Au singulier, les terminaisons sont S, S, T. Facile. Mais leur vraie signature, ce qui les différencie des autres verbes en IR, c'est ce is qui apparaît comme par magie aux trois personnes du pluriel. C'est le truc à retenir. Nous finissons, vous finissez, ils finissent. Et nous voilà arrivés au fameux troisième groupe, celui qui souvent fait un peu peur. C'est le groupe des irréguliers. Mais il ne faut pas le voir comme un immense chaos. Non, c'est plutôt un grand puzzle qui a ses propres logiques cachées et ses pièces à assembler. Le secret pour s'en sortir avec ce groupe, c'est de ne surtout pas essayer d'apprendre chaque verbe un par un de manière isolée. L'astuce, c'est de les regrouper, de trouver des familles de verbes qui partagent des ressemblances. C'est bien plus malin et efficace que de mémoriser des listes interminables. Alors, voici une petite stratégie en 3 temps. D'abord, on retient la base du singulier, les terminaisons sont presque toujours S, S, T.
Ensuite, on apprend à repérer les petites familles de verbes. Et enfin, le plus crucial, on mémorise par cœur la conjugaison des 4 verbes les plus importants, les vrais piliers de la langue. Les voici, nos 4 fantastiques. Être, avoir, aller et faire. Bon, c'est vrai, ils sont complètement irréguliers, chacun à sa manière, mais ils sont tellement utilisés qu'ils sont à la base de presque toutes nos conversations. Leur maîtrise est juste non négociable. Juste pour illustrer cette idée de famille, regardez cette petite subtilité. Un verbe comme rendre se termine par un « d » à la 3e personne. Il rend. Mais un verbe comme craindre, qui ressemble, se termine par un « t ». Il craint. Repérer ces petits schémas, ça aide à deviner la conjugaison de plein d'autres verbes. D'accord, mais alors pourquoi passer autant de temps sur le présent? Parce que, et c'est vraiment le point le plus important, ce n'est pas juste un temps parmi d'autres. C'est en fait la clé de voûte de toute la conjugaison française. Voilà, c'est le message à retenir. Le présent n'est pas simplement un temps. C'est la fondation, le socle sur lequel presque tout le reste est construit. Si on le maîtrise bien, l'apprentissage des autres temps devient tout de suite beaucoup plus simple. Et ce n'est pas juste une image, c'est une réalité technique. Par exemple, pour former l'imparfait, on prend la forme « nous » du présent. Nous finissons nous donne le radical finisse pour construire je finissais. Pareil pour le subjonctif qui se forme souvent à partir de la forme il du présent. Ils partent donne que je parte. Le présent, c'est une véritable clé. Et voilà, le présent de l'indicatif est bien plus qu'un simple temps verbal. C'est un système incroyablement polyvalent et surtout la pierre angulaire de toute la conjugaison. Alors maintenant que ces secrets sont un peu moins secrets, la question à se poser n'est plus quel est le prochain temps difficile, mais plutôt quel autre temps finalement paraît beaucoup moins intimidant.